Bienvenue dans cette émission consacrée à l'histoire politique française. Dans notre précédente vidéo consacrée aux origines de la gauche, nous avions posé les fondements philosophiques de ce que l'on pourrait appeler la matrice de tout positionnement politique français. Nous avions vu que ce qui définit la gauche au sens le plus universel du terme, ce n'est pas tant telle ou telle théorie politique en particulier, mais bien la défense du progrès coûte que coûte, peu importe la direction qu'il prend. Et pour illustrer cela, nous avions cité cette phrase lumineuse de Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Ce qui fait d'un homme de gauche un homme de gauche, ce n'est pas tant telle ou telle théorie, mais sa capacité à intégrer n'importe quelle théorie dans ce qu'il appelle le kitsch de la grande marche, c'est-à-dire du progrès coûte que coûte. Nous avions également établi que cette gauche des origines, celle de 1789, se confondait entièrement avec la philosophie des Lumières, avec la pensée donc de Nicolas de Condorcet, père de ce que l'on a nommé la religion du progrès, ou plutôt de ce que Jacques Julliard résumait ainsi dans son ouvrage Les gauches françaises. La gauche, c'est donc la rencontre, selon lui, entre deux grandes idées, celle de justice et celle de progrès. Pour comprendre la suite, je vous recommande d'avoir vu cette vidéo, ce sera bien utile pour comprendre les bases conceptuelles. Aujourd'hui, il s'agira de descendre du niveau philosophique, conceptuel, à un niveau un peu plus historique et politique. Il s'agira donc de répondre à une question assez simple. Si la gauche est une, c'est-à-dire dans sa définition, elle est à la fois l'idée de justice et de progrès, par sa foi dans le progrès, comment expliquer qu'elle soit aujourd'hui aussi diverse, qu'elle ait évolué au fil du 19e, du 20e siècle, aussi fragmentée et aussi souvent en guerre contre elle-même? Pour y répondre, je vous propose d'étudier aujourd'hui les quatre grandes familles de la gauche française telles que les a théorisées Jacques Julliard. Ces quatre grandes familles sont donc selon lui, dans l'ordre chronologique de leur apparition, la gauche libérale, la gauche jacobine, la gauche collectiviste et enfin la gauche libertaire. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer principalement sur la première d'entre elles. Mais avant cela, il convient de faire un détour par une notion que Jacques Julliard juge fondamentale et sans laquelle la suite de notre analyse resterait floue. Cette notion essentielle, c'est la distinction entre famille politique et parti politique. Les partis politiques, vous les connaissez, ce sont des organisations structurées, avec des adhérents, des programmes, des chefs, des finances. En France, ils apparaissent relativement tard. On peut dater leur naissance officielle au sens moderne du terme à l'année 1901. Mais attention, cela ne signifie pas qu'avant 1901, il n'existait pas de forces politiques organisées, avec des structures assez similaires à la notion, ou du moins à l'imaginaire que l'on se fait des partis politiques actuels. Les clubs sous la Révolution française, les différentes factions qui s'affrontent tout au long du 19e siècle, tous ces regroupements étaient en quelque sorte des prototypes de partis politiques, puisque le terme, la terminologie parti politique, au sens légal, apparaît avec la loi de 1901. Or, les organisations à vocation doctrinale et électorale existaient à chaque consultation populaire et même depuis la Révolution française. On pensera à titre d'exemple au club des Feuillants ou même au club des Jacobins, même si le club des Jacobins en tant que tel, nous le verrons dans la vidéo sur la gauche jacobine, est extrêmement disparate et constitue en réalité plus une matrice d'influence et de renversement de l'échiquier qu'une matrice purement doctrinale. Les familles politiques, en revanche, c'est quelque chose de plus diffus, de plus profond et à vrai dire, de plus intéressant pour notre analyse aujourd'hui. Jacques Julliard les définit ainsi, je les cite, « Les familles politiques, ce sont des groupes sans consistance matérielle, manifestant la pertinence d'une idée, voire d'une philosophie politique. » Des groupes sans consistance matérielle, donc, comprenez par là qu'une famille n'a pas de siège social, n'a pas de trésorier, pas de carte de membre, et donc pas nécessairement de relation d'intérêt entre ceux qui revendiquent l'idéologie politique et ceux qui s'associent à une structure. La famille politique est d'abord portée par une sensibilité, par une vision du monde. Et c'est précisément ce qui la rend plus libre dans sa doctrine que ne peut l'être un parti, lequel est toujours contraint de faire des compromis au moment des élections ou même d'obéir à ses créanciers. Pour illustrer cette distinction entre parti et famille politique, je vous propose un exemple, le Parti radical. Le Parti radical, fondé en 1901, a toujours oscillé entre deux familles distinctes. D'abord une tentation libérale authentique et un certain jacobinisme de l'autre. On pourrait pour ce faire comparer les discours d'un Édouard Herriot, qui était membre du Parti radical mais d'une tendance plutôt libérale, et d'autres Georges Clemenceau qui, bien que n'ayant jamais été membre du Parti radical, a souvent été décrit comme un jacobin, et le néo-jacobinisme se retrouvait dans des franges du Parti radical. Un parti peut donc être le point de rencontre de plusieurs familles, parfois contradictoires,
même de plusieurs personnes, pour certaines, n'ayant pas adhéré nécessairement au parti, mais souhaitant s'allier pour des contraintes électorales. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui nous nous intéressons aux doctrines et aux idées dans leur profondeur historique que nous nous concentrerons sur les familles et non sur les partis. Et d'ailleurs, si vous me permettez une parenthèse sur ce même parti radical, parce que je trouve que son exemple illustre à merveille ce que nous avions appelé dans notre première vidéo le sinistrisme, voici ce qu'il représente. Je rappelle que le sinistrisme est une notion politique extrêmement importante. Théorisé par le politologue Albert Thibaudet en 1932, le sinistrisme désigne, rappelons-le, ce phénomène par lequel la gauche politique est toujours l'arbitre du positionnement du clivage gauche-droite. Cela fait sens dès lors que l'on reprend notre définition originelle. Si le progrès est l'idée cardinale de la gauche, toute opposition à cette idée de progrès est automatiquement rangée dans le camp de la réaction, c'est-à-dire de la droite. Or, le Parti radical en est l'exemple le plus frappant. Classé à l'extrême gauche en 1848, ou du moins le radicalisme, puisque je rappelle qu'en 1848 on parle de radicalisme mais il n'y a pas encore de parti radical, ce radicalisme se recentre progressivement au cours des premières décennies du XXe siècle, avec la montée des forces collectivistes. Il est perçu comme plus modéré et à même de s'allier avec la bourgeoisie du centre, puis après être passé partiellement par Vichy, il finit par s'allier enfin à des mouvements de centre-droit sous la Ve République, jusqu'à rejoindre enfin la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Le radicalisme est donc une famille politique qui est passée d'Alexandre Ledru-Rollin et d'Émile Combes, figure de la gauche radicale du XIXe siècle, à Jean-Louis Borloo. Ce qui, vous me l'accorderez, pour la blague, fait quand même moyennement rêver sur la fin. Mais trêve de plaisanterie, cela illustre parfaitement cette idée de la grande marche. Lorsqu'une gauche cesse de marcher, qu'elle devient plus raisonnable, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme plus modérée par rapport à une autre gauche encore plus véhémente, ou que sa voisine marche plus vite qu'elle, ce qui était le cas quand les Jacobins ont décidé de marcher plus vite que les révolutionnaires modérés, le risque pour cette gauche de se retrouver à droite par la conjoncture historique est inévitable. Cela ne veut pour autant dire, attention, pas que cette gauche soit de droite. Je vous invite pour cela à aller regarder mes vidéos sur la droite pour comprendre qu'il y a à la fois un aspect diachronique, mais également synchronique dans la définition du clivage gauche-droite, c'est-à-dire des éléments qui sont relatifs dans le temps, mais des éléments qui sont également immuables, une conception de l'histoire, une philosophie de l'homme, enfin bref, je ne l'aborderai pas dans cette vidéo puisque cela a déjà été fait. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La première famille de gauche que distingue Jacques Julliard est la gauche libérale. Alors, je vous préviens d'emblée, si l'expression vous paraît contradictoire au premier abord, c'est tout le contraire qui est vrai. Certains diront, mais non, le libéralisme c'est la droite, le socialisme c'est la gauche. Alors je sais que c'est un petit peu contre-intuitif, mais je vous invite quand même à aller visionner la première vidéo de ma chaîne que j'avais assez de manière provocatrice intitulée Le libéralisme est de gauche. En tout cas sur la miniature c'est ce que j'avais écrit. Mais j'aimerais d'abord vous dire que parler de gauche libérale en 1789, c'est presque un pléonasme. C'est presque un pléonasme parce qu'à ce moment précis de l'histoire, la philosophie du progrès humain se confond entièrement avec la philosophie des Lumières, et avec la pensée de John Locke, de Montesquieu, de Diderot. Enfin bref, le libéralisme, même si je dédierai un jour une vidéo à ce que l'on appelle l'idéologie libérale, il y a plusieurs définitions, de Pierre Manant, de Francis Fukuyama, toutes ces définitions ont quand même un point commun, c'est-à-dire une philosophie de l'individu. Or, à ce moment, la Révolution française, il n'y a pas encore de distinction entre gauche libérale et gauche socialiste, pour la bonne et simple raison que le socialisme comme doctrine politique n'existe pas encore. Certains m'objecteront que les germes du socialisme étaient déjà présents. Et c'est vrai. On pensera par exemple à Gracchus Babeuf, qui, avec l'épisode de la conjuration des égaux, envisageait déjà l'abolition de la propriété privée en employant le terme de sociétaire, et en qui Marx et Engels se reconnaîtront plus tard un socialiste avant l'heure. Mais force est de constater que Babeuf est une minorité sous la Révolution, que le gros des révolutionnaires, de 1789 mais également de 1793, à en juger les deux déclarations des droits de l'homme et du citoyen, puisque je rappelle qu'il y en a eu deux, une en 1789 et une en 1793, ces révolutionnaires-là ne préconisent à aucun moment la collectivisation des moyens de production. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le point sur lequel aussi bien Karl Marx
qu'Alexis de Tocqueville, donc un inspirateur du socialisme scientifique et un penseur libéral, se sont accordés sur un point qui n'est pas des moindres. Le point est le suivant: le fait que la bourgeoisie en 1789 était une classe profondément révolutionnaire face à la réaction de l'aristocratie, et que l'idéologie de cette bourgeoisie, c'était avant tout le libéralisme. Alors, elle ne se revendiquait pas libérale en tant que telle. Je rappelle que le mot libéralisme date du début du 19e siècle et naît d'abord en Espagne, sous le nom de liberalismo. C'est en 1812. D'ailleurs, en histoire des idées politiques, il y a bien des penseurs que l'on a associés à des écoles de pensée alors que eux-mêmes ne se sont jamais autoproclamés comme appartenant à cette école de pensée, et ont parfois même vécu avant l'invention de cette école de pensée. Alors certains, c'est l'opposé, on pense au fascisme, on pense au communisme du XXe siècle, mais pour ce qui est du libéralisme, parce que c'est une idéologie, et d'ailleurs Pierre Manant l'avait extrêmement bien démontré dans un ouvrage qui s'appelait Histoire intellectuelle du libéralisme, le libéralisme naît au moment des guerres de religion, mais se concrétise politiquement au tournant du XIXe siècle. L'idéologie de la bourgeoisie étant le libéralisme. Mais attention, et c'est une erreur que nos regards contemporains commettent trop souvent, le libéralisme à cette époque, au XVIIIe siècle donc, n'est pas seulement une doctrine économique. C'est avant tout une conception de l'individu et de la société, une philosophie qui ne dissocie pas encore la liberté politique de la liberté économique, ou du moins une conception qui cherche à émanciper l'individu de la société. Et comme l'a parfaitement démontré le philosophe Jean-Claude Michéa dans son essai L'Empire du moindre mal, paru en 2007, un ouvrage auquel j'espère un jour consacrer une vidéo entière, en 1789, ou du moins tout au long de la Révolution, la pensée de Benjamin Constant inclut toujours et nécessairement le retour aux théories économiques d'Adam Smith. La liberté de 1789, proclamée par les révolutionnaires, qui constitue donc l'aile gauche du spectre politique à l'époque, cette liberté n'est pas scindable. Elle se traduit d'ailleurs très concrètement dans l'article 4 de cette même déclaration, je la cite: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » On est donc face à ce que l'on nomme une définition négative de la liberté. Je suis donc libre de tout ce qui n'est pas expressément interdit. Voici le socle de la pensée libérale originelle, qui est donc, je le rappelle, une pensée qui se confond avec la Révolution et donc avec le parti du mouvement, au sens philosophique, c'est-à-dire avec la gauche, par opposition avec l'aristocratie et la réaction, qui, elle, est antilibérale. Pourquoi? Parce que le libéralisme, c'est l'idéologie de la modernité, c'est l'idéologie qui s'oppose à l'absolutisme, c'est l'idéologie qui s'oppose au corporatisme de l'Ancien Régime, au corporatisme économique. Et concrètement, cela se traduit dans le domaine économique par ce que l'on pourrait appeler la liberté d'entreprendre. Encore un paradigme conceptuel qui en fera bondir plus d'un, puisque j'associe dans la même phrase la liberté d'entreprendre avec la gauche. Mais j'aimerais pour ce faire vous donner plusieurs exemples concrets. La loi Le Chapelier de 1791, ainsi que les décrets d'Allard de la même année, ont consacré, je le rappelle, cette liberté d'entreprendre en abolissant définitivement les corporations qui freinaient la classe commerçante dans son expansion. Or, cette volonté de porter un coup aux guildes de l'Ancien Régime n'était d'ailleurs pas née de la Révolution. Elle avait été prônée déjà dès 1776 par un certain Turgot, contrôleur général des finances de Louis XVI, qui avait présenté un édit visant à supprimer les communautés de métiers. Alors je ne rentrerai pas dans le détail du système économique de l'Ancien Régime, mais si je m'arrête sur Turgot, c'est parce que Jacques Julliard le désigne comme, je le cite, le véritable précurseur à la philosophie du progrès élaborée par Condorcet. Précurseur donc de la philosophie de gauche. Mieux encore, c'est Turgot qui, je le rappelle, inspira Adam Smith dans l'écriture de La richesse des nations. Le fameux progrès économique donc, nécessaire au progrès des mœurs, dans la philosophie de Condorcet, puisque je rappelle que le progrès des mœurs succède au progrès économique pour Condorcet, eh bien, cette conception
de l'alliance du progrès économique et du progrès des mœurs, est au cœur même de cette première gauche, de la gauche libérale. Pour ce qui est du libéralisme politique, à proprement parler, il faut se pencher sur les écrits de Benjamin Constant. Benjamin Constant, que l'on pourrait définir comme un homme incarnant la gauche libérale, qui se retrouvera lui-même au centre au moment de la Restauration, parce que son attrait pour la bourgeoisie sera assez mal perçu par les franges un peu plus néo-jacobines. Dans son célèbre discours de 1819, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, Benjamin Constant explique ce qui distingue fondamentalement la conception antique de la liberté de la conception moderne. Chez les anciens, les Grecs et les Romains donc, la liberté se définissait comme la participation active aux affaires de la cité, comme le service que l'individu rendait au collectif. Il y avait donc une subordination de l'individu aux exigences du collectif. Or, selon Benjamin Constant, chez les modernes, c'est-à-dire chez les philosophes des Lumières et dans la pensée libérale, ou du moins proto-libérale, la liberté se définit au contraire comme l'indépendance vis-à-vis de la sphère politique, comme la capacité à jouir des droits individuels sans que personne ne vous les conteste. Je le cite donc, le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées, et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. La défense de la séparation des pouvoirs, la distinction nette entre l'État et la société civile que l'on retrouve chez Benjamin Constant, tout cela témoigne, selon Jacques Julliard, d'une volonté de cette gauche libérale de rompre avec le tout politique, au profit du primat du bonheur individuel. Et les deux principes qui régissent cette quête de bonheur, les deux piliers de cette gauche libérale, ce sont avant tout le droit, mais également le marché, l'alliance du libéralisme économique et du libéralisme politique. Une fois cela posé, il est intéressant de suivre le destin de cette gauche libérale après 1789, parce qu'il illustre parfaitement ce mécanisme du sinistrisme que nous décrivions, c'est-à-dire du fait que toute gauche se fait peu à peu doubler par une gauche encore plus radicale. Sous la Restauration, après la chute de Napoléon, la gauche libérale se retrouve positionnée au centre-gauche. Elle regroupe des personnalités comme Benjamin Constant lui-même, cela n'étonne personne, Odilon Barrot ou encore le marquis de Lafayette. Tous ceux qui reprochent à la charte de 1814 sa mollesse, sa tendance immobiliste, conservatrice, et qui plaident pour une libéralisation plus franche du régime. Jusqu'ici, ils sont bien à gauche. Après les Trois Glorieuses de 1830, la gauche libérale connaît un essor considérable sous la monarchie de Juillet. Mais voilà que quelque chose se passe. Sur son flanc gauche, une contestation néo-jacobine et collectiviste commence à se faire entendre de plus en plus fort. Et c'est là que le mécanisme du sinistrisme entre en jeu. Face à cette poussée à sa gauche, la gauche libérale entend s'accommoder de plus en plus du nouveau régime bourgeois de Louis-Philippe, sans pour autant basculer dans le conservatisme des orléanistes de droite qui eux sont plutôt des libéraux conservateurs. Même si, et c'est une opinion personnelle, je considère que le libéral conservatisme est une doctrine qui n'existe pas en soi. C'est une conception plutôt britannique, on va dire, du rapport entre les propriétaires terriens et le pouvoir, mais en France, le libéral cocufie toujours le conservateur. Mais c'est une parenthèse que je ferme qui n'a pas d'incidence dans cette vidéo. Des personnalités comme le banquier Jacques Lafitte ou un certain Adolphe Thiers deviennent les figures emblématiques de ce que l'on appelle politiquement le parti du mouvement, un parti qui est créé donc sous la monarchie de Juillet. Eh bien, ces personnalités, désireuses d'abaisser le sens électoral, c'est-à-dire d'élargir l'ensemble du corps électoral, donc l'ensemble des personnes qui peuvent participer aux élections, ces personnes, ces politiciens de gauche libérale, n'en demeurent pas moins attachés au suffrage censitaire, c'est-à-dire au vote réservé aux propriétaires. Ce qui rappelle à quel point la gauche libérale est avant tout et dès ses origines bien plus libérale que démocratique. Et c'est là le point que je voudrais souligner, parce qu'il est souvent oublié dans les analyses simplistes du XIXe siècle, la gauche libérale n'est pas la gauche démocratique. La gauche libérale défend les droits individuels, elle défend la liberté,
l'émancipation de l'individu, le marché. Elles défendent également une conception beaucoup plus consensuelle du politique. Une conception qui cherche à la fois à éviter le conservatisme à droite, mais à éviter la révolution. Peut-être parce que cette gauche libérale sait en partie que beaucoup de ses membres en 1789 se sont retrouvés sur l'échafaud en 1793. Cette tension intrinsèque entre libéralisme et démocratie, j'avais eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo sur Carl Schmitt, puisque le penseur Carl Schmitt mettra en lumière dans sa critique du parlementarisme libéral l'incompatibilité fondamentale entre libéralisme et démocratie. Le libéralisme, c'est le gouvernement d'une élite intellectuelle, légitime, notamment par son travail, comme dira Guizot, enrichissez-vous, et Guizot, qui était lui-même un libéral de droite, considérait que le peuple n'avait pas son mot à dire s'il ne savait pas gagner sa vie. Eh bien, la démocratie est assez opposée à cette vision. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Julliard disait du libéralisme qu'il était l'omphalos mundi de l'échiquier politique, c'est-à-dire le centre. Vous avez un centre droit qui est libéral-conservateur, mais un centre gauche également qui lui constitue la gauche originelle, cette gauche libérale. Après la chute de la monarchie de Juillet, on a la parenthèse de la Deuxième République, puis du Second Empire. Puis à la chute du Second Empire, les héritiers de cette gauche libérale s'incarnent dans un courant nouvellement converti à la République. Car rappelons-le, la gauche libérale n'était pas encore strictement républicaine. Mais dans les années 1870, le républicanisme modéré est surnommé opportunisme. Ces républicains de la dernière heure, Jules Ferry, Jules Grévy, Jules Dufort, ce que l'on a appelé la République des Jules, ces républicains entendent établir un consensus entre la petite bourgeoisie et la paysannerie. Ayant tiré les leçons des aventures bonapartistes, le but de ces républicains est de faire adhérer le peuple à l'idéal de la République tout en le rassurant quant aux excès possibles des partageux, comme on appelait alors les socialistes. Ardents défenseurs de la propriété privée et des principes de 1789, cette gauche libérale constitue encore le visage le plus accompli de ce que l'on a pu produire comme républicanisme bourgeois. Cette gauche libérale tente de s'accommoder du régime républicain en essayant encore, malgré tout, d'enraciner les principes cardinaux du libéralisme, à savoir la défense de la propriété privée, à une époque où le socialisme gagne du terrain. Nous sommes dans les années 1870, après la Commune, le socialisme proudhonien est remplacé peu à peu par le socialisme marxiste. Eh bien, il convient de souligner que le sinistrisme, une fois de plus, a rattrapé cette gauche libérale. Trop conservateur pour les nouvelles forces collectivistes et libertaires qui émergent à leur gauche, cette gauche libérale bascule peu à peu vers le centre dans ce que l'on appellera plus tard l'Alliance démocratique au début des années 1900. Voilà donc que la longue marche au progrès de la gauche libérale se termine. Du moins, cette gauche libérale a eu des héritiers. Et il y a encore aujourd'hui des personnalités qui se revendiquent du libéralisme de gauche. Et à vrai dire, il y a un libéralisme de gauche dans la mesure où le libéralisme est né lui-même à gauche. On pourra par exemple penser au macronisme de 2016. Emmanuel Macron, dans son ouvrage Révolution, ouvrage qu'il a largement repris à Mathieu Pigasse, bien, cette idéologie de la Révolution reprend un petit peu le kitsch de la Grande Marche. Je rappelle que En Marche, c'est également une référence, peut-être inconsciente, mais mon hypothèse de travail étant qu'elle est peut-être consciente de cette idée de la Grande Marche de Kundera. Cette gauche libérale a eu des héritiers. En 1983, le tournant de la rigueur, Jacques Delors, Michel Rocard, Laurent Fabius, plus récemment Dominique Strauss-Kahn, globalement, tout ce qui tournait autour de l'aile droite du Parti socialiste et qui s'est évidemment accoquiné avec le macronisme. Macronisme qui n'est que l'alliance objective entre la droite orléaniste et la gauche libérale. Dans les prochains épisodes, nous aborderons les trois autres familles de la gauche française,
la gauche jacobine, dont Robespierre et Saint-Just constituent les figures tutélaires, la gauche collectiviste, qui entend rompre avec la propriété privée, et enfin la gauche libertaire, un peu plus floue, qui se méfie autant de l'État bourgeois que de l'État socialiste, mais dont la définition chez Jacques Julliard est encore, selon moi, imparfaite. Merci de m'avoir écouté. Je vous prie de m'excuser pour le délai entre cette vidéo et la vidéo précédente. J'étais en effet très occupé avec mes études, mes stages, mais également d'autres projets sur lesquels je travaille. Je vous invite à aller suivre mon compte Instagram. Ce sont des formats beaucoup plus courts, des décryptages de penseurs, d'idéologies politiques. J'ai également écrit récemment dans la revue Front Populaire, mais également Causeur sur la pensée d'Alexandre Sanguinetti, sur la pensée de Jean-Claude Michéa. Ce sont des articles que je vous invite à lire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma pensée politique personnelle, même si sur ce format YouTube, j'essaie d'être le plus objectif possible et que chaque fois que je donne mon avis, je le dis très clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur politophile.com, mais également sur mes réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, et je vous dis à très bientôt.